Tu cherches à comprendre alors que tout commence quand tu ressens. Ce n'est pas un don, c'est une présence et elle est déjà en toi. Le magnétisme commence toujours par la présence. Bienvenue à toi qui ressens sans toujours comprendre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intrigue, qui divise, qui dérange parfois et qui pourtant existe depuis très longtemps dans la tradition du soin, de la prière, du magnétisme et d'accompagnement spirituel. Le travail à distance, le magnétisme à distance, l'action énergétique sans présence physique. Et déjà, rien que là, beaucoup vont se demander comment peut-on travailler sur une personne qui n'est pas dans la même pièce? Comment peut-on ressentir quelqu'un à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres? Est-ce que cela est réel? Est-ce que c'est juste une croyance? Est-ce que c'est de l'autosuggestion? Alors, ces questions sont légitimes. Il ne faut pas croire n'importe quoi sous prétexte que c'est spirituel ou énergétique. Mais il ne faut pas non plus rejeter une réalité simplement parce qu'elle dépasse notre manière habituelle de comprendre. Le mental aime ce qui est visible, proche, mesurable et contrôlable. Mais dans la vie, beaucoup de choses agissent sans être visibles. Tu ne vois pas le vent, mais tu vois ce qu'il déplace. Tu ne vois pas une émotion, mais tu vois ce qu'elle change dans un corps. Tu ne vois pas une prière, mais certaines prières changent profondément un état intérieur. Alors aujourd'hui, on ne va pas partir dans le fantasme, on ne va pas faire du spectaculaire, on va parler du travail à distance dans la réalité du terrain, avec ses supports, ses limites, son éthique et surtout avec ce qui fait le cœur de tout travail énergétique juste. Je parle bien sûr de la présence. Alors, avant de dire ce que c'est, il faut déjà dire ce que ce n'est pas. Le travail à distance, ce n'est pas envoyer de l'énergie comme on envoie un message. Ce n'est pas un tour de magie non plus. Ce n'est pas un pouvoir spectaculaire. Ce n'est pas une démonstration de l'ego, ce n'est pas « regardez comme je suis puissant, je peux agir à 1000 km par exemple ». Non. D'ailleurs, dès qu'un praticien commence à vouloir impressionner, il risque déjà de s'éloigner du juste. Le travail à distance n'est pas non plus une simple visualisation mentale. Il ne suffit pas d'imaginer quelqu'un entouré de lumière pour dire que le travail est fait. La visualisation peut aider, elle y contribue, mais si elle reste seulement mentale, elle reste limitée. Le mental peut orienter, mais il ne doit pas prendre toute la place, parce que si le mental dirige tout, on ne fait que projeter, on invente. On plaque ses propres idées, et là, on risque de confondre intuition et imagination, ressenti et projection, information subtile et scénario intérieur. C'est pour cela que ce travail demande de la rigueur. Un magnétiseur qui travaille à distance doit apprendre à se taire intérieurement, à ne pas vouloir absolument trouver quelque chose, à ne pas forcer, à ne pas imposer. Il doit accepter que le travail ne passe pas toujours là où il l'imaginait. Il doit accepter qu'une personne vienne avec une demande précise, mais que le corps, l'énergie ou le champ profond indiquent parfois autre chose. Et c'est là que commence le vrai travail. Pas dans la volonté de faire, mais dans la capacité à écouter. Avant même de parler de technique, de symboles ou de prière, il y a une règle fondamentale. On ne fait jamais rien sans l'accord de la personne. Jamais. Le travail énergétique n'est pas une intrusion. Ce n'est pas une prise de pouvoir. Ce n'est pas une manière d'aller voir dans le champ de quelqu'un sans autorisation. Un travail juste respecte toujours la liberté de l'autre. Pour une personne adulte, on demande son accord clair. Pour un enfant, on demande l'accord des parents ou du tuteur légal. Pour un animal, on demande l'accord de la personne qui veille sur lui, qui l'accompagne, qui en a la responsabilité et le soin au quotidien. Oui, je n'aime pas trop le terme propriétaire pour un animal. Un animal n'est pas un objet, c'est un être vivant. Donc je préfère parler de la personne qui veille sur lui, la personne qui l'accompagne, celle qui en prend soin. Parce que dans un travail juste, même les mots ont leur importance. On ne travaille pas sur quelqu'un comme on prend possession d'un espace. On accompagne, on demande, on respecte.
on intervient dans un cadre. Et cette éthique est essentielle. Parce que toute force peut être utilisée dans une intention d'harmonie comme dans une intention désalignée. Ce que l'on appelle parfois occultisme dans son versant sombre, c'est justement l'utilisation de lois énergétiques ou spirituelles dans une volonté de contrôle, d'emprise ou de manipulation. Mais ce n'est pas l'énergie elle-même qui est bonne ou mauvaise, c'est l'état intérieur de celui qui l'utilise. Voilà pourquoi la posture est beaucoup plus importante que la technique. D'ailleurs, pour moi, un travail à distance juste repose sur 3 piliers. La présence, l'intention et l'effacement. Mais la présence d'abord. Parce que on ne peut pas travailler correctement à distance si l'on est dispersé. Si le mental saute partout, si l'on veut prouver quelque chose, si l'on veut absolument obtenir un résultat, si on en est dans la tension, on n'est pas disponible. La présence, c'est revenir ici, dans le corps, dans le souffle, dans le silence. C'est sentir son axe énergétique. C'est revenir à un état intérieur beaucoup plus stable. Ensuite, effectivement, il y a l'intention. Mais attention, l'intention seule ne suffit pas, comme je vous l'ai dit. On parle beaucoup d'intention aujourd'hui, mais pose ton intention, envoie ton intention, formule ton intention, la loi d'attraction, etc. Oui, mais l'intention peut très vite devenir une volonté mentale. Et la volonté mentale peut devenir une forme de contrôle. Dans un travail juste, l'intention n'est pas une domination, c'est une orientation, c'est une direction intérieure. C'est comme allumer une lampe vers un point précis. On ne force pas, on ne cherche pas à imposer, on se rend disponible à ce qui doit être rééquilibré. Et enfin, il y a l'effacement. S'effacer, ce n'est pas disparaître, ce n'est pas devenir passif non plus, c'est sortir de l'ego. C'est arrêter de croire, moi je vais guérir, moi je vais faire, moi je vais régler. Non, le praticien n'est pas le centre. Il est un point de passage et dans ma manière de vivre ce travail, c'est laisser la place au divin intérieur. Créer en soi un espace, un vide fécond, un silence habité, et c'est dans cet espace que quelque chose de plus juste que notre volonté personnelle peut agir. Concrètement, il y a plusieurs façons de travailler à distance. Parfois, on convient d'un rendez-vous précis, la personne sait que le travail aura lieu à telle heure, elle peut se poser, se rendre disponible, s'allonger, respirer, accueillir. Parfois, la personne n'a rien à faire d'autre que rester tranquille, et parfois même, elle continue sa journée. Chaque praticien a sa manière de fonctionner. Mais le cadre doit être clair. Il peut y avoir un échange avant, la personne explique sa demande, on vérifie l'accord, on précise le contexte, on peut demander une photo, un prénom, une date de naissance, une adresse, un problème précis. La photo peut servir d'ailleurs de support, mais il faut bien comprendre ceci. La photo n'est pas la personne, la photo est un point de connexion. Un support de présence, c'est un repère. On peut la poser devant soi simplement, la magnétiser, la tenir entre ses mains, la placer aussi sur une grille, la déposer avec une prière, la relier à une intention précise finalement. Mais encore une fois, ce n'est pas la photo qui fait le travail, ce n'est pas le papier, ce n'est pas l'image, c'est la présence dans laquelle le praticien entre. La photo devient une porte, un appui, un point d'ancrage, mais le cœur du travail reste intérieur. Il existe d'ailleurs aussi plusieurs supports possibles dans le travail à distance. Comme je vous en ai parlé, la photo, la prière, les cristaux également, les grilles énergétiques, les symboles, l'antakarana, le cube de Métatron que j'utilise. Certains travaillent avec une photo posée sur une table, d'autres avec un prénom écrit sur un papier, d'autres avec une bougie, d'autres avec une prière, d'autres avec des cristaux disposés autour de la photo. Les cristaux peuvent servir à soutenir le travail, à structurer l'intention, à amplifier une direction énergétique. Mais là encore, il faut rester juste. Un cristal n'est pas une solution magique. C'est un support. C'est un allié symbolique et vibratoire. Il accompagne, il soutient, il oriente. Mais il ne remplace pas la présence. Dans certaines pratiques Reiki, on parle aussi de l'antakarana. Alors l'antakarana est souvent utilisé comme symbole ou grille de connexion, d'alignement
et de concentration. Il peut aider à poser un cadre, à soutenir le lien, à organiser l'intention. Après, on peut aussi utiliser le cube de Métatron, comme moi. Le cube de Métatron appartient à ce que l'on appelle souvent la géométrie sacrée. Il porte une symbolique d'ordre, de structure, d'harmonisation, d'architecture subtile. Dans ma pratique, ce type de symbole peut être utilisé comme un activateur d'intention. Il ne fait pas le travail à ma place non plus, mais il aide à focaliser, à amplifier et à structurer. Il aide à donner une forme à cette intention. C'est comme un hôtel intérieur rendu visible. Mais attention, si tu poses une photo sur une grille avec des cristaux autour, un symbole dessous, une bougie à côté, mais que tu n'es pas présent, cela reste de la mise en scène. Belle peut-être, mais profondément vide. La puissance n'est pas dans l'accumulation des supports, elle est dans la qualité de la présence, je le répète encore une fois. Un seul support utilisé, avec justesse, peut être plus puissant que 10 outils utilisés dans la dispersion. Dans mon approche, la prière a une place importante aussi. Mais pas comme une récitation mécanique, pas comme une formule que l'on répète sans être là. Je parle d'une prière habitée, d'une prière portée, une prière magnétisée. On peut prendre une prière, la dire lentement, la poser sur une photo, l'accompagner par l'imposition des mains, la porter intérieurement, la laisser descendre dans le cœur, la laisser passer dans les mains. Et là, la prière devient plus qu'un texte, elle devient un acte, elle devient une direction, elle devient une présence. Dans la tradition du magnétisme chrétien, la prière n'est pas là pour décorer. Elle replace le praticien à sa juste place. Elle rappelle que nous ne sommes pas tout-puissants. Elle évite l'orgueil spirituel. Elle ramène au service. Elle ramène à Dieu. Quand une prière est vraiment habitée, elle ne dit pas « je vais forcer », elle dit que ce qui est juste puisse passer. Et cela change tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes beaucoup plus reliés que nous le pensons. Physiquement, il y a une distance, c'est vrai, un corps ici, un corps là-bas, des murs, des kilomètres, parfois même des océans. Mais sur les plans plus subtils, la séparation n'est pas aussi absolue. Nous sommes interreliés, énergétiquement, spirituellement. Même ce que l'on appelle le vide n'est pas réellement vide. Il est traversé, il est porteur, il est vivant. Dans le travail à distance, on ne part pas vers quelqu'un. On ne voyage pas mentalement comme dans un film, on se rend juste disponible à un lien. Et ce lien existe par l'intention, par l'accord, par le champ énergétique, par la présence. Le praticien entre dans un état de calme, il se centre, il pose son intention, il se met en écoute. Et là, des informations peuvent remonter, des tensions aussi, des sensations, des images, des impressions, des zones du corps qui appellent, des émotions, mais tout cela demande du discernement. Il ne faut pas interpréter trop vite. Il faut écouter, vérifier, ressentir et surtout rester humble. Parce que le ressenti est une langue. Et comme toute langue, elle demande de l'apprentissage. En général, les personnes viennent avec une problématique précise. Ils viennent avec une douleur, une fatigue, une brûlure, une angoisse, un enfant agité, un animal perturbé, une sensation de charge, une situation émotionnelle lourde. On écoute cette demande, on la prend au sérieux, mais on reste lucide, parce que parfois la problématique dite visible n'est pas la racine de ce qui se passe. Une personne peut demander un travail sur une zone précise et le ressenti peut montrer que, en fait, il faut aussi accompagner une autre zone. Un enfant peut présenter une agitation et le travail peut révéler une surcharge émotionnelle dans son environnement. Un animal peut exprimer une tension et parfois ce n'est pas seulement l'animal qui porte quelque chose, mais tout le climat autour de lui. Il ne s'agit pas d'inventer, il s'agit d'écouter. La demande de départ donne une direction, mais la présence permet de sentir ce qui appelle vraiment. Et c'est là que la pratique devient fine. À une époque, j'ai beaucoup pratiqué le travail à distance. Aujourd'hui, je le pratique beaucoup moins, simplement par manque de temps et parce que mon activité s'est organisée autrement. Mais j'ai pu constater des choses concrètes. Le travail à distance
Le plus éloigné que j'ai réalisé, c'était jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Alors la Nouvelle-Calédonie, c'est à environ 16 700 km depuis le sud de la France. Et pourtant, la distance physique n'a pas empêché le travail. Pour le mental, 10 km, 100 km, 16 700 km, ce n'est pas pareil. Mais dans ce type de travail, la distance n'est pas vécue comme une barrière absolue. Ce qui compte, c'est la connexion, l'accord, la disponibilité, la précision du ressenti et la qualité de présence. Et quand les retours sont là, quand les effets sont observables, quand la cohérence se répète dans le temps, on ne peut plus simplement balayer cela d'un revers de main. Cela surprend souvent, mais le travail à distance peut parfois être plus simple que le travail en présentiel. Et même, pour certains débutants, il peut être plus accessible. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en présentiel, il y a le regard de l'autre, la pression, l'attente, la peur aussi de mal faire, la peur de ne rien sentir, la présence physique de l'autre, le mental qui observe, alors que, à distance, certaines barrières tombent. Il y a moins de pression relationnelle, il y a moins de gêne, moins de mise en scène peut-être. La personne accompagnée est parfois plus détendue chez elle dans son espace. Et le praticien débutant peut aussi mieux se poser, prendre le temps de se sentir, écrire ce qui vient, se recentrer. Mais attention, plus simple ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Le travail à distance demande une grande rigueur parce qu'il y a moins de repères visibles. En présentiel, on voit la personne, on voit son visage, on sent sa respiration, on capte son corps, on peut aussi ressentir ses réactions. À distance, il faut affiner l'écoute intérieure. Et là, on ne peut pas tricher. Soit on est présent, soit on projette. Soit on ressent, soit on imagine. Et toute la formation consiste justement à apprendre cette différence. On dit souvent, oui, mais c'est subjectif, c'est dans la tête. Les gens y croient, donc ils ressentent. Oui, l'effet psychologique existe. Oui, l'attente peut influencer. Oui, le mental peut interpréter. Il faut être honnête. Mais à un moment, le tout subjectif montre ses limites. Quand un enfant s'apaise, quand un animal réagit, quand une situation évolue alors que la personne ne savait pas exactement à quel moment le travail avait été fait, quand les retours se répètent, quand il y a une cohérence dans le temps, là, on ne peut pas tout réduire à une simple croyance. Et les animaux sont particulièrement intéressants pour cela. Un animal ne se conditionne pas, bien sûr, à une idée spirituelle. Il ne se dit pas, tiens, je crois au magnétisme à distance, donc je vais forcément réagir. Non, il réagit. Ou il ne réagit pas. Et c'est justement cela qui invite à rester humble. Peut-être que le réel est plus vaste que ce que nous savons expliquer aujourd'hui. Peut-être que l'expérience précède parfois l'explication. Et au final, ce n'est pas grave. Il faut être très clair. Le travail à distance ne remplace pas la médecine. Il ne remplace pas non plus un diagnostic. Il ne remplace pas un suivi médical, psychologique ou vétérinaire quand il est nécessaire. Le travail à distance peut accompagner, soutenir, apaiser, rééquilibrer, mais il ne doit jamais devenir une fuite du réel. Si une personne a un symptôme sérieux, elle consulte un médecin. Si un enfant va mal, on ne joue pas avec ça non plus. Si un animal souffre, on consulte de suite le vétérinaire. Le magnétisme ne doit pas devenir une excuse pour éviter les soins nécessaires. La spiritualité ne doit jamais servir à fuir la responsabilité. Un praticien sérieux connaît ses limites et il les respecte. On parle souvent de dons. Vous avez un don, cette personne a un don. Oui, il peut y avoir des prédispositions. Certaines personnes ressentent naturellement. Certaines captent plus facilement. Certaines ont une sensibilité particulière. Mais le don seul ne suffit pas. Un don sans cadre peut devenir instable. Un don sans éthique peut devenir dangereux. Un don sans présence peut nourrir l'ego. Ce qui compte, c'est la maturation, la discipline, la pratique, l'humilité, la capacité à ne pas se prendre pour plus grand que ce que l'on est. Et surtout la capacité à rester au service.
Parce qu'un praticien qui veut briller risque de déformer ce qu'il reçoit. Un praticien qui veut prouver risque de forcer. Un praticien qui veut être admiré risque de perdre son axe énergétique. Le vrai travail demande de la sobriété, de la tenue intérieure, et parfois, savoir ne rien faire, savoir attendre, savoir écouter, savoir aussi se retirer. C'est beaucoup plus difficile que d'agiter les mains en disant qu'on envoie de l'énergie. Le travail à distance enseigne une vérité profonde. La présence n'a pas besoin de toucher pour exister. On peut être physiquement proche et complètement absent de la personne. Et on peut être physiquement loin, mais intérieurement présent pour la personne. Cela vaut aussi dans le soin, mais cela vaut aussi dans la vie. Certaines personnes sont à côté de toi et ne te voient pas. D'autres sont loin et te portent vraiment. La distance géographique n'est pas toujours la distance réelle. Le travail à distance nous oblige à sortir d'une vision trop matérielle du lien. Il rappelle que l'être humain ne se limite pas à son corps visible. Il y a le champ énergétique, il y a l'âme, la prière, la relation invisible, la mémoire, l'intention, et tout cela participe au vivant. Alors oui, le travail à distance existe, mais il ne faut pas le réduire à une simple croyance, à une mode ou une technique exotique. Il repose sur la présence, l'intention, la maîtrise, l'éthique, l'accord et l'effacement. Il peut être soutenu par des photos, des prières, des cristaux, des grilles énergétiques, l'antakarana, le cube de Métatron ou d'autres supports d'intention. Mais ces supports ne remplacent jamais l'état intérieur. Ils soutiennent, ils orientent, ils amplifient parfois, mais ils ne font pas le travail à ta place. Le travail à distance demande une grande humilité parce qu'on travaille avec ce qui ne se voit pas. Et quand on travaille avec ce qui ne se voit pas, il faut être encore plus rigoureux, encore plus propre, plus aligné. Parce que l'invisible n'est pas un terrain de jeu, c'est un espace sacré. Et on ne joue pas avec le sacré. Dans cet espace, on ne vient pas avec l'ego, on vient avec respect, avec silence, avec discernement et surtout avec présence. Si ce sujet t'appelle, si tu veux comprendre le magnétisme au-delà des clichés, des peurs et des fantasmes, alors reste, abonne-toi. Parce qu'ici, on ne va pas entretenir des illusions, on va chercher le réel, on va chercher la compréhension, on va apprendre à discerner et surtout, on va revenir à la présence. Parce que le magnétisme ne commence pas dans les mains, il commence dans la présence. Pax vobiscum à vous.